Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la controverse de la 5G. Mais avant, je tiens à vous présenter la base. Donc la base a été créée en mars 2019 avec un objectif, accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment situé au 31 rue Bichat à Paris. Dans les étages, il y a des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage disponibles pour les organisations qui s'occupent d'écologie et de justice sociale. Ainsi, elles peuvent agir pour faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un bar associatif ouvert au public qui accueille plusieurs fois par semaine des événements en entrée libre. Conférences, tables rondes, projections de films, formations, célébrations. Ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Mais comme vous vous en doutez, en ce moment, avec la crise sanitaire, le lieu est resté fermé un bon moment et donc ne peut accueillir du public qu'en terrasse. Donc, a priori, plus d'événements et donc plus de revenus, sauf que la base, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui continue à se mobiliser malgré la distance. Après une courte période d'adaptation, on vous propose donc des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. On est persuadé que c'est en se préparant et en agissant ensemble dès maintenant que l'on pourra changer le système. Donc n'hésitez pas à venir ou à revenir à la base pour devenir bénévole, rejoindre une organisation ou continuer à suivre des événements. En tant que porte d'entrée vers l'engagement et le soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Et aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site www.labase.paris/don. Merci par avance pour votre participation, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Gauthier Roussil pour nous parler donc de l'événement d'aujourd'hui sur la 5G. Donc, salut Gauthier. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs et auditeurs? Alors, oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Gauthier Roussil. Je suis à la fois designer, c'est-à-dire que je conçois des services et des produits, notamment numériques, et je suis aussi chercheur, donc je suis en début de doctorat. Voilà, l'ensemble de mes thématiques de recherche, sont autour des impacts environnementaux du numérique et de la conception de services numériques à faible impact. Donc se dire, en fait, à quoi pourrait ressembler le numérique si on intègre les limites planétaires dans l'équation, et du coup qu'on essaie de repenser ce qui est possible et ce qui est proposable et utile à tous. Ok. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de cette conférence, de les poser donc dans les commentaires Facebook. Et donc, déjà, pour commencer, pour vraiment revenir sur le cœur du sujet, nous expliquer ce que c'est qu'un réseau télécom. Oui, alors, on avait envie, du coup, au tout début de cette conférence, de faire un terrain de base où, comme ça, on est tous sûrs qu'on a la même connaissance du sujet, ou en tout cas, on sait ce qu'est une antenne physiquement et matériellement. Donc, j'ai préparé quelques petites explications sur le sujet. Et alors la 1re chose, c'est que le rapport, en l'occurrence, que j'ai écrit, donc est disponible en ligne gratuitement, et il y aura une nouvelle version qui arrivera en juillet, notamment aussi une version italienne, hein, pour soutenir aussi les actions qui se passent aujourd'hui en Italie, au de la 5G. Alors, un réseau télécom et un réseau numérique en général, infrastructure numérique, ça se compose en fait de 3 pôles qu'on va généralement regarder, lorsqu'on s'intéresse aux impacts du numérique, aux impacts environnementaux du numérique. On va regarder d'un côté les centres de données, là où est traitée, transite et calculée l'information, les données, les octets. Les réseaux, qui servent à faire les transferts entre le centre de données et les équipements. Alors les réseaux, ça intègre à la fois, des antennes, lorsqu'on se connecte sans fil, énormément de câbles, alors que ce soit de la fibre optique dans des tranchées souterraines, que ce soit des câbles sous-marins, et finalement le troisième pôle, c'est les équipements utilisateurs.
qui sont autant à la fois les télés, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels et professionnels. Mais si on regarde plus spécifiquement ce qu'est un réseau, dans cette dans le schéma qu'on présente là, un réseau, en fait, ça veut dire le support sur lequel on trouve, une station et une antenne et tous les équipements qu'on trouve sur site, qui sont les raccordements électriques, les raccordements au réseau, que ce soit des tableaux dans la rue ou même, des tableaux de raccordement à la fibre. Heu, donc il y a pas longtemps, j'ai pris le train et je me suis arrêté à la gare de Thiers et il s'avère que je suis tombé sur une antenne. Du coup, je l'ai pris en photo pour vous expliquer concrètement, en fait, ce qu'on va appeler une antenne, ce qu'on va appeler un support, ce qu'on va appeler une station dans les télécoms. La première chose, c'est le support. Donc là, c'est un grand tube métallique, un pylône, tubulaire, de 23 mètres à peu près, je dirais, sur lequel on trouve des antennes. C'est les plus petits tubes blancs qu'on voit tout au sommet du support et en bas de ce tube, on voit plusieurs tableaux, je vous montrerai mieux tout à l'heure, qu'on appelle des stations. En général, en fait, chaque opérateur a une station. Donc en fait, en fonction du nombre d'opérateurs qu'il y a sur un support, on trouvera autant de stations, généralement. Et par contre, on se partage un peu plus les antennes. Là, donc si on se met vraiment au pied du pylône, en fait, vous voyez qu'il y a à peu près 3 gros blocs. Donc tout à droite, ici, vous voyez le tableau électrique, tableau d'arrivée d'électricité, parce qu'en fait, tout cet équipement doit être alimenté en électricité. Il va avoir le tableau de raccordement réseau fibré et des routeurs, qu'on va aussi voir là, qui servent tout simplement parce que ce qui passe à travers ces antennes et ces stations, c'est du réseau sortant et descendant. C'est les requêtes qui disent: «Moi, sur mon téléphone, je veux voir le site du Monde, amenez-moi l'information». Donc je fais des requêtes, ça me renvoie l'information. Donc tout ça doit être adressé sur le réseau et c'est notamment le travail des routeurs. Donc il y a de l'équipement réseau et il y a de l'équipement électrique et c'est ça qui définit en fait une station, en plus de l'antenne. Vous pouvez en fait, toute personne en France peut voir tous les équipements réseau, notamment les équipements d'antenne installés en France, sur un site qui s'appelle cartoradio.fr et donc là, je suis allé voir sur site pour voir, vers où pointer en fait cette antenne. Donc il s'avère là que dans le sud de la carte, donc là on va vers une grande vallée, donc en fait, il y a une antenne qui va envoyer son signal dans toute cette vallée, d'où cette orientation et puis l'autre antenne qui va aller donc vers vers l'est pardon et pour, couvrir une autre zone. Donc c'est bien ce qu'on voit, sur notre antenne, hein. Donc l'antenne qu'on voit à gauche, c'est celle qui va vers la vallée, celle qu'on voit à droite, celle qui va donc vers l'est. Et en fait, une antenne, tous ces supports, ils comportent des stations, des antennes et on les met partout sur le territoire pour faire ce qu'on appelle une couverture mobile. Et en fait, bah, si on prend un exemple tout bête, hein, pour montrer vraiment les disparités qu'on peut avoir en termes de couverture et aussi pour prendre avec de la relativité les chiffres. Si on prend la zone la plus peuplée de France, mais aussi la plus petite par rapport c'est-à-dire avec une densité urbaine très élevée comme Paris, le 75. Et si je prends d'un autre côté la Lozère, une zone, peu peuplée ou qui est pas très densément peuplée, avec un grand territoire à couvrir, on voit qu'il y a très peu de supports par kilomètre carré, très peu de stations par kilomètre carré et très peu d'antennes. Et par contre, il y a plus de supports relatifs aux habitants. Il faut qu'on disperse beaucoup plus l'infrastructure sur le territoire pour couvrir moins d'habitants dans des zones rurales. Dans une zone urbaine, on met plus de supports sur une plus petite zone, mais pour couvrir plus d'habitants. C'est ça qui va définir la couverture mobile. Et finalement, bah, vous voyez, si vous pouvez aller sur n'importe quel site c'est des données ouvertes, hein. Vous allez sur le site, alors c'est de l'Agence nationale des radiofréquences. Et vous verrez sur chaque station quelles sont les antennes et vous voyez sur la droite quelle fréquence elles donnent et quelles orientations elles donnent. Et donc vous voyez, bah, en fait là sur ces 2 barres qu'on voit au sommet du pylône, il y a à peu près, 7 antennes. Donc il y a 3 4G, il y a 2 3G et 2 2G. Donc physiquement, matériellement, en fait, un réseau télécom, c'est ça. Et du coup, quand on va parler de 5G et d'équipements réseau, on va essayer d'aller comprendre ce que c'est tout ça et comment ça va évoluer avec l'ajout d'une nouvelle couche, qui est la 5G. Et c'est ça aujourd'hui qu'on comprend quand on parle d'un réseau télécom. Voilà.
Et alors, quelque chose qu'on voit pas souvent, alors je vais revenir, ça paraît assez gothique là comme ça de voir cette frise, mais c'est ce qu'on appelle le tableau de répartition des fréquences en France. Donc en fait, les fréquences radio, c'est des ondes électromagnétiques qui vont de 0, enfin de 3, là on le voit, ça démarre à 3 kilohertz jusqu'à très loin. Et en fait, tout ça, c'est réparti par l'État et par différents régulateurs comme l'ARCEP, le CSA, pour des usages. Donc il y a l'usage militaire, les usages scientifiques, les usages, de radiodiffusion maritime, de localisation. Et donc vous voyez que notamment, ben, ici on voit la radio FM. Donc quand vous allez sur une station qui est à 90.5, vous allez à 90.5 mégahertz. Et donc à chaque fois qu'un téléphone se connecte, il se connecte sur une fréquence en mégahertz ou un gigahertz. Donc là, vous avez, l'ancien AM qui était là, il y a un peu de satellites, beaucoup d'usages militaires. Ici, c'est encore toutes les bandes réservées aux militaires. Là, on a la TNT, enfin la nouvelle bande de la TNT. La 4G, on commence à la voir ici. 4G et une première bande 5G que je vous expliquerai ici. 2G, 4G, 3G, 4G. On a quelques radars, les fréquences pour contrôle des drones. Et au plus on avance dans les ondes, plus on va sur des usages, scientifiques ou de la connexion aux satellites. Et donc notamment sur la dernière fréquence, on est beaucoup sur des explorations, de la communication entre Terre et satellite. Et notamment si vous avez vu, quelques articles qui disaient que la 5G entraînait des conflits, de fréquences avec les satellites, en orbite, c'est parce qu'il y a aujourd'hui un problème sur l'attribution des fréquences et du coup, ce qui passe par la 5G, enfin la 5G passe sur des fréquences qui sont parfois attribuées à des satellites, d'où des conflits. Donc voilà, en 5 minutes, ce qu'on va appeler, à la fois le télécom et les fréquences qui vont avec. Hop. Et alors si je vais juste dézoomer sur cette bande. Donc vous voyez, on était, sur la bande qui allait du violet au rouge et à partir du jaune, là, on va sur, bah, la lumière visible. En fait, il faut se rappeler que la lumière, c'est une onde électromagnétique, dans laquelle on va aussi trouver donc des UV. Les UV, qui sont en fait aussi une onde et jusqu'à ce qu'on va avoir dans les films de science-fiction comme les rayons gamma et cetera. Hem, à partir, des ultraviolets, on va appeler ce que c on va dire que c'est des rayonnements ionisants, c'est-à-dire notamment qui vont avoir des effets de chaleur, parmi d'autres effets. Mais notamment quand vous avez un coup de soleil, c'est votre épiderme qui réagit à la surexposition, à une onde électromagnétique qui va créer un échauffement de l'épiderme, tout simplement. Voilà, je m'arrête là et maintenant je pense qu'on commence tous à peu près sur une base commune pour aller vers la suite. Voilà. Et d'où donc la suite de ma question, globale pour l'instant, qu'est-ce que du coup la 5G? Alors, la 5G, c'est, l'ajout, enfin, c'est l'utilisation de nouvelles fréquences dans tout le spectre que je viens de vous montrer. Pourquoi on veut utiliser ces nouvelles fréquences? C'est pour augmenter le débit. On veut augmenter le débit de transfert, des kilooctets, des données. Et aujourd'hui, il y a 3 bandes, qui sont principalement vues comme des bandes utilisables pour cet effet. Il y a une bande qui est déjà utilisée en France, qu'on a déjà vu dans le tableau précédent, qui est celle à 700 MHz, qui est anciennement la fréquence de la TNT. Donc pour ces personnes qui se souviennent de ça, en fait, à un moment donné, on n'a plus la TNT à travers les boîtiers dédiés parce que la fréquence a été réaffectée et notamment été réaffectée pour la 4G et donc ce qu'on va appeler vraiment de la toute petite 5G ou plus de la 4G+, qui est donc la bande à 700 MHz, qui a comme propriété, d'avoir une très bonne portée, de bien pénétrer à l'intérieur du bâti et des murs et cetera. Mais relativement à la dernière bande de 26 GHz, il y a moins de débit. Mais il y a toujours un plus de débit que la 4G en général. Donc c'est une 4G+, mais qui a pas la promesse de débit de la 5G. Il y a une deuxième bande, alors c'est celle qui va partir aux enchères en septembre 2020. C'est ce qu'on appelle la bande des 3,5 GHz. Alors ses caractéristiques, c'est qu'on a moins de portée, mais plus de débit et on pénètre moins bien le bâti. Mais on arrive quand même
c'est un bon compromis, en fait. C'est un peu ce qu'on appelle un petit peu le cœur de la fréquence, parce que c'est celle qui répond le mieux au plus qui répond le mieux à des stations diverses, dans l'optique d'avoir plus de débit. Et la 26 GHz, c'est l'expérimentale en France, ça a été déployé, en France et pardon, aux États-Unis et en Chine. C'est celle qui sera vraiment, celle qui montrera le débit, dans les promesses commerciales faites, c'est-à-dire celle d'avoir un débit de 1 gigabyte, seconde. C'est pas déployé en France, pour l'instant, ça a pas été mis aux enchères. Elle est encore expérimentale, dans pas mal de pays. C'est celle notamment qu'on va relier, aux micro-ondes, qui a fait du coup, pas mal de presse, notamment sur les effets sanitaires. Le problème de cette portée, enfin de cette fréquence, excellent débit, on peut effectivement avoir 1 gigabyte seconde, donc on peut télécharger une vidéo en HD en quelques secondes. Par contre, la portée est ridicule. On est en moyenne ça dépendra des environnements, c'est urbain ou rural. On a une portée à peu près de 250 mètres par antenne. Donc c'est-à-dire pour avoir une bonne couverture avec un bon débit sur cette fréquence, il faut mettre un sacré paquet d'antennes et par contre, on pénètre très mal le bâti. C'est-à-dire que, par exemple, les fréquences à 26 GHz ont tendance à très mal, ont déjà des difficultés à traverser le verre, les parois vitrées épaisses, notamment comme celles des buildings, généralement. Donc on commence aussi à penser à faire des points d'accès internes dans les bâtiments pour avoir 5G à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 5G, c'est une espèce d'attribution de fréquence, qui est toujours en fait un arbitrage entre débit versus portée et pénétration dans le bâti. Plus on veut de débit, moins on a de portée et moins on rentre à l'intérieur des bâtiments et en fait, c'est la combinaison de ces couches qui essaie d'avoir qui permet d'avoir une couverture 5G plus ou moins stabilisée, mais qui sera très différenciée en fonction des environnements. Est-ce que c'est clair? Ça va? Heu OK. et du coup, ouais, pour faire un petit rappel, tu me dis, hein, si je suis pas clair, hein, parce que, j'ai tendance à m'emballer donc mais en gros, une antenne qui est à peu près sur la fréquence des 700 MHz, donc anciennement un TNT, ça peut aller en moyenne à un peu plus ou un peu moins de 5 kilomètres. Tout dépend de l'environnement. Une antenne à 3,5 GHz, à peu près 1 kilomètre et 26 GHz, on va en dessous de 300 mètres, à peu près. Mais voici des valeurs moyennes, donc ça dépend toujours du contexte dans lequel on implémente, l'antenne. Ça t'a convaincu? Ouais, très bien. Et j'avais pas du tout pensé, j'avais pas du tout fait le lien avec la TNT et sa disparition, enfin voilà, les liens avec tout ça et ouais, très bien, je vois. Du coup, on va passer à la partie, controverse, économique liée à la 5G. Et moi, j'ai une première question, liée à ça. Du coup, concrètement, combien ça va nous coûter, pour nous, Français? Alors dans un premier temps, quand l'État vend des fréquences, ça lui rapporte de l'argent. C'est une manne financière à mon avis, qui va qui va quand même pas mal attirer l'État. Parce que les radiofréquences, donc c'est un patrimoine, étatique, un patrimoine national, heu, dont l'État a la charge, dont l'État a la propriété. Donc il est encapsé de le vendre. C'est quelque chose qui peut vendre à quand même à moindre coût, parce qu'on est d'accord qu'on est en train de vendre la capacité d'utilisation du monde physique. Donc a priori, les coûts d'investissement sont pas fous. Il y a quand même des coûts, d'attribution des fréquences. Ça coûte pas mal d'argent pour que l'Agence nationale des fréquences radio, réattribue l'ensemble de ces fréquences. En fait, c'est tout un travail de fourmi invisible, mais je crois que c'est estimé à 74 millions d'euros de réattribuer les fréquences, notamment, lorsqu'on fera la la vente des 3,5 GHz. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est une rentrée d'argent pour l'État. Au minimum, ce serait une rentrée d'argent de 2,17 milliards d'euros, au minimum.
J'expliquerai pourquoi après. Nous, ce qu'on va payer, c'est des forfaits. Il y a un seul opérateur qui, a priori, ne pense pas changer son forfait, sans que j'arrive vraiment à comprendre pourquoi, parce que c'est des informations auxquelles j'ai pas accès, c'est Free. Si je me souviens bien, ils disent ils font un prix du forfait 5G au même prix que la 4G. Je sais pas comment. Dans tous les cas, en fait, les opérateurs vont devoir investir massivement dans une infrastructure, ou en tout cas, c'est de rentabiliser au maximum l'infrastructure existante, notamment s'appuyer sur l'infrastructure 4G pour installer la 5G, sur la fréquence à 3,5 GHz. Mais a priori, on est quand même sur enfin, ça sera pas le même forfait. On ne sera pas sur un forfait 4G habituel, parce que les dépenses d'investissement ne sont pas les mêmes et les dépenses opérationnelles ne seront pas les mêmes. Il faudra plus d'électricité pour alimenter, ces stations, non pas qu'elles soient plus énergivores, mais c'est qu'a priori, il y aura plus de trafic qui passera, et même si elles seront plus efficaces énergétiquement, on reviendra là-dessus après, le trafic augmentera aussi diamétralement. Il y a un seul cas où j'ai vu, en fait, un coût caché, enfin, en tout cas, où j'ai pu voir un coût caché, c'est en Chine, où notamment les opérateurs, chinois ont demandé des subventions publiques, pour payer au moins la moitié de leur facture d'électricité, notamment à Shenzhen. Donc là, il s'agit un peu d'un impôt caché où en fait on se retrouve avec les taxes, provinciales en Chine, faire la subvention des factures d'électricité des antennes 5G. Je suis pas su ça m'est Je sais pas comment ça se passera en France, parce que c'est pas du tout le même système, mais a priori, on est plus au niveau du système à une entrée d'argent pour l'État, et au niveau des individus, juste une nouvelle offre de forfait qui arrive, et a priori qui serait même à un prix plus élevé. J'ai eu quelques chiffres, mais je préfère pas les avancer parce que je sais pas où en sont les négociations. Mais ça sera pas un forfait à 20 € a priori, sauf si on est chez Free apparemment, mais ça je sais pas pourquoi. Hem, Ça, c'est vraiment pour la rentrée d'argent. Je peux expliquer comment on dit qu'une onde physique coûte, 2,17 milliards d'euros. Comment alors, le prix de la fréquence à 3,5 GHz en France a été estimé par la commission d'État qui s'occupe de donner une valeur aux biens d'État qui vont être privatisés. Ça s'appelle la commission des participations et des transferts, la CPT. Donc c'est eux qui ont donné l'avis, final pour la vente, sur le prix de la vente. Pour faire ça, ils se sont appuyés sur 3 indicateurs. Dans un premier temps, ils ont regardé à combien c'était vendu dans les autres pays, tout simplement. Heu, Ils ont regardé ça dans 7 pays différents, et ils ont mis de côté 2 pays dans lesquels ils considéraient que la vente avait été trop élevée, et notamment l'Italie où la vente de la fréquence à 3,5 GHz était un peu supérieure, je crois, à 6 milliards d'euros. Mais pareil, hein, ça c'est vraiment lié à des, à des structures économiques, financières et politiques propres au pays. Heu, donc en fait, ils ont enlevé les pays dans lesquels la vente avait été trop chère à leurs yeux. Ils ont gardé 5 pays sur les 7 et ils ont fait une moyenne. Ils ont eu une moyenne de vente de cette fréquence dans notre pays. Donc on choisit déjà l'étalonnage, de la moyenne, donc c'est assez bizarre comme pratique. Ils ont essayé d'estimer quel était le revenu annuel, heu, par client, enfin par utilisateur pour un opérateur. C'est-à-dire, moi en fonction de tout ce que j'investis, dans mon infrastructure et cetera en tant qu'opérateur, qu'est-ce qui va me revenir en moyenne par utilisateur? Une fois comme revenu net, ce qu'on appelle l'ARPU, donc l'average revenue per user. Heu et là, en France, je crois, on estimait que le revenu, donc c'est l'ARPU, ce revenu net par utilisateur, était entre 14 et 17 €, par, par utilisateur pour enfin, qui revenait dans la poche de l'opérateur. Et en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour estimer les dépenses et donc les revenus, de l'opérateur, il faut estimer le trafic. Et en fait, toute cette estimation s'est faite, sur l'hypothèse qu'en France, en 2000
de 2020 jusqu'en 2034, je crois, je sais pas pourquoi on s'attend en 2034, un Français allait consommer en moyenne, 55 gigas de données, mobiles par mois et que le pourcentage le plus haut serait plus à 65 gigas de données mobiles par mois. Donc on est vraiment que sur du trafic mobile, hein, on n'est pas sur du fixe. Donc c'est vraiment ce qui passera à travers le réseau cellulaire, les antennes. Donc ça, on verra, c'est une par rapport aux estimations des industriels qui sont forcément très élevées, c'est une hypothèse, on va dire assez moyenne, mais qui nous ancre définitivement dans une consommation où il faut que pour que les opérateurs soient rentables et rentrent bien dans le chiffre annoncé à la vente, il faut qu'on commence à consommer sacrément de la donnée, par mois, parce qu'il faut bien qu'on consomme 55 gigas de données mobiles par mois. Heu ou en tout cas, moins que ça, c'est toujours mieux pour l'utilisateur, enfin pour l'opérateur et l'autre chose qui est autour de ça, c'est, j'ai pas le fil du coup. Heu, Si on consomme 55 gigas et ben, j'en souviens plus de ce que je voulais dire après ça, donc c'est pas très grave. Mais et en fait la 3e, le 3e indicateur qu'ont demandé la commission, c'est de faire une étude socio-économétrique, hem, assez obscure, qui n'a pas été retenue dans le calcul dans le chiffrage. Donc finalement, on a estimé le prix à alors hop, je le mets ici, à 2,17 milliards avec ces 2 études. Donc essayer d'estimer le revenu par d'un client par l'opérateur sur une hypothèse de consommation de 55 gigas par mois. De regarder, de faire une moyenne par rapport à la vente de cette fréquence dans notre pays et on a pris cette bande, on l'a découpée, on a dit: «Chaque opérateur de base, il va acheter une bande, à 350 millions d'euros. Comme ça, chaque opérateur a une base et il a 50 mégahertz, là-dedans et puis après la commission a proposé de diviser en 11 bandes pardon, de 10 mégahertz chacune et où ça, c'est une vente aux enchères. Là où les 4 bandes à droite, c'est des prix fixes, les 11 bandes à gauche, c'est des enchères et qui entrent aux enchères au prix minimum de 70 millions d'euros. Donc au minimum, la vente apportera 2,17 milliards d'euros à l'État et les opérateurs peuvent avoir au maximum 100 mégahertz chacun de bandes disponibles. Donc c'est comme ça aujourd'hui, en fait, qu'on calcule, la valeur d'une onde physique. Heu De l'extérieur, c'est toujours un peu bizarre de comprendre ces mécaniques parce que on a vraiment l'impression que parfois c'est quand même de la pensée magique et pour bien comprendre, comment tout ça en fait s'emboîte, donc là tout à gauche, donc vous avez donc la commission des participations et des transferts qui va, se consulter avec une division de Bercy qui s'appelle la DGE, donc la Direction générale des entreprises, qui elle-même est conseillée par un cabinet de consultation et pour, estimer le prix et pour fournir une estimation à l'État français, du coup, elle va regarder la vente dans les autres États, donc ce qu'on voit à droite. Elle va utiliser des études produites par des cabinets de conseil qui ont eux-mêmes influencé la vente dans les autres États et va aussi utiliser, des études qui sont produites par des lobbies industriels, télécoms, qui ont eux aussi influencé la vente dans les autres États et bien sûr, quand même, la commission va mener des consultations avec le régulateur des télécoms, l'Arcep, avec les opérateurs français et c'est à peu près au bout de tout ça que l'État français fixe la somme, notamment avec l'Arcep, pour les opérateurs français. Les opérateurs français ont été assez déçus, ils pensaient que ça leur coûterait moins cher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que alors ce que disait en tout cas le PDG d'Orange, c'est que la 4G n'a jamais été rentable. Enfin, Orange n'a jamais été rentable sur la 4G. C'est pour ça aussi qu'ils sont diversifiés et du coup, ils espéraient être rentables avec la 5G. Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est pour ça qu'ils en 1er temps, dans le déploiement de la 5G, ils vont s'appuyer sur l'infrastructure existante, donc sur tous les pylônes, les supports existants qui sont déjà équipés avec des antennes 4G
pour aller, fixer de nouvelles antennes là-dessus, pour essayer de réduire au maximum les coûts, d'investissement de la 5G, mais en espérant être rentable. Mais ça, en fait, rien n'est dit, honnêtement. Si on n'est pas un cabinet de conseil qui a pas des intérêts économiques, à vendre de la 5G, c'est quand même très nébuleux, les estimations économiques qui sont utilisées. Voilà. OK. Bah, je pense que pour l'aspect économique, à moins que tu veuilles aborder d'autres choses, mais tu as répondu à la fois sur, le fait que ça rapportera de l'argent à l'État, mais ça en coûtera également, aux usagers et à la fois tout ce système-là, de rentabilité et du coup des opérateurs. Je ne sais pas si tu, voulais rajouter un élément sur l'aspect, économique? Ben, en fait, il y a quand même un dernier aspect, c'est, d'estimer que suffisamment de Français passeront des forfaits 5G. C'est pas dit, hein, Et ça, c'est fait co enfin, cette estimation, elle vient d'où? et il y en a pas, en fait. Enfin, D'accord. moi, j'en ai pas trouvé. Alors peut-être que ça fait partie d'un rapport d'un cahier de consultation auquel moi j'ai pas accès, mais aujourd'hui, je connais pas, comment ils ont calculé le revenu, sur quelle base, on va dire de, quelle base de population serait passée à la 5G pour qu'il y ait un tel revenu pour l'opérateur. Sachant que si le prix des forfaits augmente avec la 5G, forcément, il y a quand même moins de personnes qui peuvent se le payer. Et sachant qu'en France, on est déjà un pays dans lequel le budget des ménages, enfin les télécoms représentent très, très peu du budget des ménages. On est à peu près à 2. Donc d'un côté, on est sur une grosse contraction économique, ou dans un pays dans lequel le budget télécom est pas spécialement important, et plutôt bas d'ailleurs en France, et il va falloir quand même une certaine masse critique d'utilisateurs pour que ça commence à devenir rentable, pour que les investissements deviennent rentables pour les opérateurs. Mais ça, je sais pas quels chiffres ils ont établis là-dessus, et il y a quand même le fait qu'il faut que la 5G, il y ait des usages pour que ça soit utilisé, parce que va falloir comment créer plein d'usages nouveaux pour nous amener à dépenser 55 gigas par mois, en fait, en moyenne, ou même si c'est moins. Sachant qu'en France, en 2018 ou en 2019, je me souviens plus de l'année de référence, en moyenne, un Français consommait, 9 gigas de données mobiles par mois. Ça a augmenté de 400 en 3-4 ans, hein, quand même. Enfin, donc mine de rien, c'est quand même une croissance assez incroyable, qu'on a vu du côté des télécoms. Par contre, il y a des effets de plateau, il y a des effets de stagnation, parce que le réseau urbain, en fait, peut on peut faire toujours plus de 4G, mais les fréquences, elles sont déjà bien utilisées. Enfin, il reste peu de trous. Donc en fait, on sait pas vraiment, dans quelles conditions un opérateur peut être rentable en France avec la 5G. OK, très bien. Et du coup, on va passer, à l'aspect, qui est aussi, assez controversé, qui est, justement la partie énergétique, de la 5G. Ouais. Et avec, cette question, en gros, en quoi la 5G va-t-elle être, énergivore? Et si c'est le cas, en quoi elle va être, énergivore? Alors, je vais essayer de refaire un petit point sur, attention, on s'est dit un truc, sur qu'on revienne rapidement sur le volet économique. Heu, donc je te prends ta question d'énergie, je la mets là, je la mets en attente. Dans lequel enfin, quand un opérateur achète une fréquence, l'accès à une fréquence, une bande de fréquence, il a quand même un cahier des charges qui est fourni par l'État. Dans le cahier des charges de la 5G, et enfin de la bande de fréquence à 3,5, l'opérateur a devoir de couvrir tout le réseau.
de couvrir tout le territoire, de continuer la couverture du territoire. Hem, le problème, c'est pour être rentable, la 5G, il faut beaucoup d'utilisateurs qui consomment beaucoup de données. Donc il faut des zones densément peuplées, dans lesquelles on n'a pas besoin de trop disperser l'infrastructure et on peut s'appuyer sur l'infrastructure existante. Heu, clairement, il y a très peu d'intérêt économique, si ce n'est si on décide de le faire à perte, d'équiper les territoires, ce qu'on appelle les territoires ruraux en 5G parce qu'on enfin, on l'a vu avant sur le tableau, la différence entre Paris et la Lozère. Il faudra pour couvrir une zone rurale, il faut des supports plus espacés, un peu moins d'antennes certes, moins de stations, mais il faut couvrir un plus grand territoire pour moins d'utilisateurs qui seront plus dans des usages qui ne sont pas très consommateurs de données. Donc, d'un point de vue économique, la seule façon enfin les zones à mon avis qui seront les seules zones rentables pour cette infrastructure, c'est l'infrastructure urbaine. Donc on est quand même sur une infrastructure qui se destine majoritairement à aller dans les zones urbaines densément peuplées ou les zones urbaines périphériques, mais ça m'étonnerait qu'on voit arriver, de façon massive une couverture 5G dans les zones rurales, par contre. Parce qu'économiquement, c'est pas il y a ça c'est quelque chose qui se fera à perte et notamment, il y avait une étude qui s'était faite là-dessus, en Angleterre et aux Pays-Bas, je crois, qui estimait qu'en fait, 80 des dépenses d'investissement pour vraiment, créer toute l'infrastructure allaient se faire dans les zones rurales et ça représentait que 20 finalement des utilisateurs, potentiels de la 5G. Donc il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Donc dans tous les cas, faut pas penser que la 5G sera quelque chose qui couvrira fondamentalement le territoire. Ça sera quelque chose qu'on trouvera dans les zones urbaines et comme, ça l'est aujourd'hui, hein, le long des axes de transport, le long des autoroutes, le long des chemins de fer, mais les zones au milieu ne seront pas forcément couvertes. Enfin, en tout cas, c'est pas économiquement viable, donc il peut aussi avoir l'État qui dise: «Il faut que vous exploitiez ces zones à perte» et bon là, c'est notre histoire. Voilà Ouais, et donc c'est pas la 5G qui va résoudre les inégalités, enfin la fracture, notamment non, numérique et enfin voilà. bah, a priori, non, pas du tout. Il faut déjà que les zones soient équipées en 4G, en fait. En fait, il faudrait déjà si des gens souhaitent être connectés, la 4G aujourd'hui répond à 99 des usages, hein. Enfin, à moins que vous regardiez, une vidéo en 4K en haut du plateau du Larzac, heu, a priori, tout le reste de vos usages numériques, sont déjà couverts par la 4G. Donc on faudrait quand même déjà mieux qu'on continue, la couverture du territoire en 4G si on le souhaite et mais la 5G, moi j'aurais tendance à dire que la 5G va amplifier la fracture, en créant vraiment des différentiels de connectivité, entre des zones qui étaient déjà peu connectées et les zones qui étaient déjà très intensément connectées. À mon avis, enfin moi l'hypothèse que j'en formule, hein, c'est une infrastructure qui va augmenter la fracture, mais qui a priori pas la réduire. Oui, en plus de ça, avec le prix des opérateurs, enfin des forfaits qui va aussi accroître, j'imagine aussi une certaine Ben inégalité d'accès, entre les forfaits 5G, et 4G. c'est-à-dire que si vous aimez, absolument regarder Netflix, dans le métro le matin, peut-être que et que vous avez les moyens socio-économiques, hein, aussi, hein. Peut-être que c'est intéressant pour vous de mettre 20 € de plus dans un forfait. En dans les usages non urbains, heu, il y a moins d'incitation parce qu'il y a moins d'usages qui justifient l'usage de la 5G. Il y a peut-être des zones des profils socio-économiques qui ont moins de capacité à l'achat de ces forfaits et dans tous les cas, c'est aussi ça serait une infrastructure à perte. Donc dans tous les cas, la couverture rurale n'arrive pas avant un petit bout de temps, a priori, hein. OK. J'ai un commentaire d'un internaute, du coup, qui, explique, donc c'est Alexandre qui dit: «Souvenir d'un podcast sur France Culture, Benjamin Bayard indiquait que les opérateurs telcos se partageaient 50 des bénéfices issus d'internet.
discussion sur la liberté du net où les opérateurs accusent les plateformes comme Netflix d'utiliser le débit sans en payer les infrastructures, j'imagine. Ouais. Je ne Ben, sais pas si. ah bah, alors si vous voulez, je peux alors c'est aussi un peu un point géopolitique, hein, mais aujourd'hui, on se demande, parce que du coup, on a eu toute la séquence avec Trump, qui a fait une guerre commerciale à Huawei, pour pas que les Européens notamment utilisent, les, le catalogue de produits chinois. Mais aujourd'hui, en fait, la question, on peut la résumer assez simplement, en fait, c'est de quel pays viendra l'infrastructure pour faire transiter des services américains en France? Aujourd'hui, 80. Alors, je suis pas sûr de mon chiffre, donc j'ai donné une fourchette un peu large, mais je pense que 80-90 du trafic français est lié directement à des services américains. Parce que beaucoup de services américains sont très intensifs en vidéo, notamment, que ce soit YouTube, que ça soit, enfin l'ensemble des GAFA en fait, hein, et notamment Netflix. Je connais pas les chiffres d'usage, enfin les chiffres, d'intensité de la bande passante de Netflix en France. En tout cas, au niveau mondial, je crois qu'on est à peu près à 15, et en période et en heure de pointe, sur le réseau américain, je crois que Netflix représente 38 de la bande passante. Mais Netflix, c'est une entreprise parmi d'autres, mais ce qu'il faut voir, c'est plus la masse des services qu'on utilise aujourd'hui en France sont majoritairement américains, et en fait, il y a une surcouche à ça, c'est la question fiscale. Alors c'est un point qui est ardemment défendu par, la Fédération française des télécoms, de dire: «Nous, en tant qu'opérateur, on est taxé à peu près à 7 sur l'impôt des sociétés, hein, en tant qu'opérateur, alors que c'est nous qui construisons l'infrastructure, c'est nous qui l'exploitons, c'est nous qui la maintenons, et ceux qui l'utilisent, en fait, sont imposés à peu près à 0,3. Donc en fait, dans tous les cas, on a une infrastructure, qu'on va payer par les opérateurs pour qu'elle soit utile pour des services qui sont aujourd'hui majoritairement américains, et qui, dans tous les cas, ne feront pas partie, de la solidarité fiscale pour, heu, pour ces infrastructures. Donc c'est un peu un jeu de dupes, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais en même temps, là, il y a des vraies questions de gouvernance qu'il faut se poser, et sur comment on pilote un réseau. Et ça, c'est une question qu'on veut pas trop se poser, je crois, par contre. OK. Bah, là, je pense qu'on a bien abordé, l'aspect économique, assez largement. Donc ouais, du coup, on va rebondir sur le côté, supposé énergivore, ou pas, de la 5G, et puis en même temps, la différence au final, qu'est-ce que ça change concrètement de passer de la 4G, à la 5G, quoi? Ouais, alors, déjà, pour comprendre de quoi on parle dans un 5G, faut comprendre un peu aujourd'hui l'état des lieux du numérique en général, donc c'est-à-dire à la fois les centres de données, les réseaux et les équipements utilisateurs. C'est ces 3 pôles toujours qu'on regarde quand on parle du numérique. La consommation énergétique du numérique aujourd'hui, par rapport à la consommation, elle représente à peu près 3 de la consommation mondiale, avec un taux de croissance annuel de près 9. À horizon 2025, il semblerait que la consommation énergétique du numérique représentera 5 de la consommation mondiale. Alors, quand on parle d'énergie, on ne parle pas que d'électricité. On parle de l'ensemble des carburants, du gaz, de la coke, du nucléaire, de l'hydro, de l'éolien, qui sont nécessaires à l'extraction des minerais, à la fabrication des composants, à leur transport, à l'assemblage, à la mise en vente, au transport, et cetera. Heu Parce que forcément, dans une mine, quand on va extraire du cuivre ou, n'importe quel autre métal, de l'iridium, et cetera, il faut, des tractopelles qui ont des réservoirs de carburant. Il faut, des appareils pneumatiques qui aussi fonctionnent avec des génératrices liées, genre des génératrices au fioul, et donc on additionne l'ensemble de ces consommations, énergétiques, de la mine, du cargo, de l'usine, rien que fondre les métaux, hein, pour faire des lingots après exploités en industrie, jusqu'au moment où moi je charge mon téléphone sur une prise, l'ensemble de cette énergie, ça représente 3 de l'énergie mondiale. Ceci étant dit, la plupart de cette énergie est dépensée à la fabrication des équipements. Donc le principal impact environnemental du numérique aujourd'hui, c'est la fabrication des équipements utilisateurs.
À peu près, une grande partie des impacts, en tout cas, sont liés aux équipements utilisateurs. Donc la première chose, hein, c'est pour réduire la facture, énergétique du numérique et de la facture environnementale générale, c'est de réduire la consommation d'équipements et leur production, de fait. Et la deuxième point d'impact, c'est la production d'électricité pour alimenter toute cette infrastructure à l'usage. Parce que j'ai besoin d'avoir une centrale énergétique, qu'elle soit au fioul, au charbon, au gaz, au nucléaire, pour fournir l'électricité, mon centre de données, mes réseaux, mes différents équipements. Et toute cette consommation énergétique du coup, amène à des émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, on estime que 3,7 des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées au numérique, avec un taux de croissance de 8 par an. Donc on est à peu près à 7,5 on serait à 7,5 dans 2025. Ça, c'est les projections. Dans tous les cas, il faut bien se rendre compte de tous les secteurs industriels, le numérique, c'est, le seul qui a ce taux de croissance. C'est aussi pour ça qu'on s'en inquiète aujourd'hui. Il y a des secteurs qui, en valeur absolue, sont beaucoup plus massifs, hein. Le bâtiment, l'agriculture, le chauffage, c'est des pôles beaucoup plus gros, mais qui évoluent moins vite en termes de croissance. Le numérique, c'est finalement, heu, un secteur qui est dangereux à cause de sa croissance. Donc ceci étant dit, les usages aujourd'hui, l'électricité qu'on investit dans toute cette infrastructure, elle sert majoritairement, à regarder des vidéos en streaming, des vidéos en ligne et ben, tout le reste, tout ce qui est non vidéo, c'est à peu près 20 des usages, du numérique aujourd'hui, d'après les estimations faites, notamment par Cisco et par le Shift Project après. Hem Et donc dans ces usages de vidéos en ligne, il y a un peu de VOD, de la pornographie, majoritairement YouTube et quelques réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on alimente en électricité une infrastructure, enfin on met de l'énergie pour construire une infrastructure, qu'on alimente ensuite en électricité pour ces usages, majoritairement. Mais bon, il faut faire très attention parce que la vidéo ne représente pas tout. Il y a plein d'usages différents de la vidéo, il y a plein d'usages différents, heu, numériques, donc il ne faut pas non plus, trop mettre son poids là-dessus. Hop. Et donc aujourd'hui, quand on va parler d'énergie, heu, sur la 5G, on va toujours utiliser la même stratégie qui est de dire: l'efficacité énergétique des équipements, hein, donc à l'usage, est grandement améliorée. Et c'est a priori vrai, une antenne 5G, heu, consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'électricité, pour faire, transiter 1 gigabyte de données. Donc, peut-être que pour une antenne 4G, normale, donc pour 1 kWh, je fais transiter, on va dire, je donne un chiffre imaginaire, hein, c'est juste pour en donner un rapport, mais pour 1 kWh avec une antenne 4G, je fais transiter 1 gigabyte de données. Avec une antenne 4G, avec un même kilowattheure, je peux peut-être en faire transiter, 3, 4, 5 gigabytes de données. Donc on a de l'efficacité énergétique. Donc hop, il y a un petit graphique fait par Nokia qui essaie d'expliquer ça, en disant que, on arriverait à faire beaucoup mieux, avec les, avec les nouvelles antennes 5G. Le problème étant, il y en a parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, mine de rien, heu, c'est qu'on regarde que l'usage et on regarde à usage constant, c'est-à-dire pour 1 kilowattheure, combien de données je fais transiter. Bon, sauf que si on augmente l'efficacité énergétique de 10, en fait, le trafic, d'après les estimations des mêmes industriels, augmenterait de 100. Donc en fin de compte, on augmenterait la consommation électrique, des antennes par 10 dans tous les cas. Donc faut faire très attention au discours de l'efficacité énergétique parce que c'est une technique qu'on utilise tout le temps pour faire croire que des équipements, plus environnementaux, enfin, auraient une dimension écologique plus importante, ce qui est faux. Il faut voir le volume, en fait. Il faut voir le volume et surtout, il faut voir quelle est la dépense d'énergie liée à la fabrication de tous ces équipements et là-dessus, on n'a aucune visibilité. Alors je sais pas si j'ai mis ici. Bon, c'est toute la liste de questions, auxquelles on répond pas dans la 5G, donc c'est un gros pavé, mais donc voilà, en fait, la première, c'est très bien, on augmente l'efficacité énergétique, mais quand on augmente le trafic
un facteur beaucoup plus élevé que l'efficacité, il y a on est toujours dans une énorme croissance. Hem, comment l'infrastructure énergétique, donc RTE, Enedis et cetera, s'adapte à ça? Donc en Chine, donc voilà, ils font des subventions, sur la facture d'électricité. Enfin, la province de Guangdong et notamment Shenzhen paye la moitié de la facture d'électricité des opérateurs. Bon, faut déjà que aussi l'infrastructure énergétique s'adapte à ça. Mais surtout, en fait, c'est quoi l'empreinte environnementale des millions d'antennes, des milliards d'objets connectés, des milliards de smartphones qui vont devoir être fabriqués, qui être la fa liés à la fabrica enfin, qui être liés à l'émergence de la 5G. Et ça, en fait, c'est jamais mis en avant. Et moi, lors de ma recherche, lorsque j'ai fait ce rapport, je travaille pas avec un opérateur, donc j'ai pas accès à des données qui sont confidentielles, mais j'ai aucune idée d'aujourd'hui combien de métaux, combien de litres d'eau, combien d'énergie primaire il faut pour construire une antenne. Ça, je sais pas. Donc moi, de mon côté, je suis incapable d'estimer quelle sera la facture énergétique totale de la 5G, parce qu'on ne parle jamais de la facture environnementale liée à la fabrication des équipements. Et surtout qu'on va devoir et surtout renouvellement forcé d'équipements, notamment quand on parle de smartphones. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire de la fin de vie des équipements qu'on met à la poubelle parce qu'on veut renouveler pour avoir un un smartphone 5G ready? Et finalement, la question fondamentale de tout ça, c'est de se dire: «Lorsque je fais la somme de tout ça, vraiment, est-ce qu'on va dans la bonne direction?» Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me manque plein de lignes dans mon addition et qu'il y a pas de données accessibles pour ça. Et alors, j'avais fait une petite estimation. Alors, je vais vous dire, moi, les chiffres que je suis en train de recalculer parce que je suis en train de revoir mon calcul général. Dans tous les cas, de côté de l'industrie, on estime qu'on devra créer entre 6 à 13 nouvelles antennes. On va fabriquer, hein, donc c'est la fabrication nette. Fabriquer 6 à 13 nouvelles, enfin 6 à 13 millions de nouvelles antennes 5G. Il faut comprendre, bon alors là, c'est compliqué parce que ça dépendra à chaque fois des contextes d'implémentation, mais plein d'équipements, réseaux associés, hein. Quand je vous montrais l'antenne au début de la présentation, il y a des routeurs, il y a des tableaux électriques, il y a des câbles, c'est raccordé au réseau fibré. Ça rentre dans la facture parce qu'il faut des gens qui aillent faire des tranchées, il faut des raccordements réseau, il faut des gens sur place, il faut passer des câbles, il faut fabriquer des câbles, il faut fabriquer des nouveaux routeurs et cetera. Ça rentre pas non plus dans la facture. Il semblerait on puisse associer, alors ça, c'est toujours très compliqué, mais il semblerait qu'on puisse associer à peu près 16 milliards d'objets connectés fabriqués pour la 5G, donc en fabrication nette due à la 5G. Et alors ma fourchette basse sur le smartphone maintenant, ce serait de se dire, d'entre 2020 et 2025, moi j'estime la fabrication nette de smartphones 5G à peu près à 900 millions, entre 900 et 1 milliard, en fourchette, basse, parce que je veux pas faire des estimations hautes. Mais ça pourrait être, quelques millions, quelques milliards, hein, d'ici 2025, c'est dur de savoir. Et à titre indicatif, chaque année dans le monde, on livre en moyenne 1,4 milliard de nouveaux smartphones par an. Donc on est sur une grosse facture déjà à la base, hein. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, si c'est quelque chose qui est pas clair? Si, si, je pense tu as bien répondu et puis c'est ce que je me disais par rapport, justement, au côté énergivore, c'est qu'on va, la 5G va sûrement aussi créer dans un sens, des nouveaux usages, qui seront au final, pas ça dépend du point de vue, mais pas forcément, nécessaires. Le fait de justement, avoir, toute, la vitesse de connexion et ce genre de choses, voilà, c'est aussi dans le côté énergivore, c'est créer des nouveaux usages, qui vont pas forcément, être utiles, au quotidien. Ouais, alors là-dessus, je peux te donner quelques éléments de réponse. C'est que les usages, en fait, faut les voir à différents niveaux. Aujourd'hui, en fait, le seul usage qu'on voit grand public pour la 5G, c'est l'augmentation du débit. Donc c'est-à-dire, et on peut voir des vidéos en très haute définition. Les industriels aussi, misent beaucoup, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les vidéos en 4K 3D, enfin, heu, pour, accompagner le déploiement de la 5G, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'usage grand public si ce n'est ça, en fait. Heu, les autres usages après, c'est plus industriel.
on estime que et je pense que surtout les opérateurs misent beaucoup là-dessus, c'est sur, les contrats directement avec des professionnels. Il y a différents usages qui sont développés là-dessus, Comme les pour, voitures, autonomes, j'imagine, ou alors ça par le site de la c'est une santé? des fonctions, ouais. C'est une des fonctions parce qu'en fait, pour qu'une, voiture se connecte très rapidement sur le réseau, enfin sur les serveurs qui vont l'alimenter en données et qui puisse réagir très rapidement, il faut une très faible latence. Il faut que ça prenne le moins de temps possible de transmettre l'information. Là-dessus, la 5G sur cette fréquence, c'est très, très, très rapide. Et ça, donc c'est ce qu'on appelle vraiment des usages critiques. Enfin, c'est pour des usages critiques parce qu'il faut une rapidité d'exécution phénoménale. On sort à peu près le même argument sur les robots chirurgicaux. Bon, voilà, faut quand même déjà que l'hôpital s'équipe d'un sacré matériel avant d'en arriver là. Et puis je suis pas sûr que ça soit les priorités des lignes budgétaires de l'hôpital maintenant. Donc il y a une partie voiture autonome parce qu'en fait, tout simplement, si vous voulez qu'une voiture autonome soit connectée tout le temps à son réseau on va dire d'administration, ben, il faut déployer la 5G tout le long des routes, en fait. Et heu et dès qu'on va aller en zone rurale, ben, si c'est pas équipé, ben, on est hors réseau. Bon, une voiture autonome peut très bien conduire, hors réseau, hein, enfin, mais c'est juste qu'on sera hors de la couverture réseau, donc le véhicule sera pas très pertinent, en fait, à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 5G, c'est un chèque de caution, en fait. C'est un chèque de caution, pour toute une nouvelle série, de parce que ce que les capitaux de consultation appellent des révolutions technologiques, hein. Bon, c'est des empilements, c'est des additions au fur et à mesure, c'est brique par brique, mais qui vont être la voiture autonome, la smart city, donc c'est-à-dire des milliards de capteurs. Il y a quoi comme usage? Je me souviens plus, enfin, dans tous les documents, qui vous vendent l'avenir de l'humanité par le numérique, il y a de la voiture autonome, la smart city, de l'IA, des choses comme ça, enfin, en gros, la 5G, c'est une technologie pivot, dans ce qu'on appelle, une technologie clé, où lorsqu'on l'active, ça permet de faire un transfert dans une nouvelle étape, de l'infrastructure. Là, on passe un niveau. Le problème, c'est de savoir est-ce que passer ce niveau, c'est pertinent et par quels critères? Et si on regarde les critères environnementaux, là, on fait a priori fausse route. Parce que on fait fausse route sur la question qui serait: «Est-ce qu'il faut massivement déployer la 5G?» Et ça, c'est le massivement qui est important, parce que c'est sûr qu'il y aura quelques usages, très ponctuels, très déterminés sur deux trois secteurs spécifiques où on a effectivement besoin de façon critique, d'avoir très peu de latence ou énormément de débit. Mais est-ce que ça vaut le coup de massivement déployer ça? Et du coup, de massivement investir de l'énergie, des ressources non renouvelables, d'émettre des gaz à effet de serre, de consommer de l'eau pour quelque chose dans lequel on n'a pas d'usage grand public, en fait? On va les créer par contre et ça, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'une fois que ça sera déployé, on va réussir à trouver une application des services, des applications qui vont pouvoir maximiser le fait qu'on utilise, 55 gigas par mois. Et une fois que ça sera mis en place, bon, nous, on va être accoutumés, on va faire une accoutumance par rapport à ça. On va relier ça à des notions de confort, de progrès, de liberté, heu, par X biais, hein. Et après on aura une volonté, enfin on résistera à nous enlever ça. Et en fait, il faudrait mieux qu'on s'épargne cette peine en disant: «Bah, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un usage à ça?» Sachant que dans les projections industrielles, genre Ericsson, je crois qu'ils estiment quand même qu'on sera à 80 gigas par mois, par personne. Et il y a d'autres industriels, bon là, qui je pense qu'ils un peu trop, hein, ils le font parce que c'est un exercice de style, mais qui estiment qu'on pourrait monter à 200 gigas, par mois, par utilisateur en 2030. Il va falloir quand même sacrément qu'on regarde des vidéos en 8K, 8 heures par jour sur nos téléphones, en fait. C'est à peu près ça. Donc c'est ça où ces usages, en fait, sur la question énergétique, ils se disent: «Mais en fait, est-ce qu'on est prêt à investir de l'énergie pour ça? Est-ce qu'il y a pas des secteurs qui sont prioritaires, des politiques, plus prioritaires que ça?» Parce que si on le fait, finalement, c'est juste pour créer des levées de croissance et heu mais malheureusement, ces levées de croissance, ils profiteront à quelques-uns
dans des imaginaires, dans lesquels uniquement quelques-uns se projettent, hein, et dans les imaginaires où c'est économiquement soutenable pour quelques-uns et heu, environnementalement soutenable pour tous. Exactement. Ben oui, c'était quand je parlais de créer des nouveaux usages, typiquement, je pensais à ça, de cette habitude de faire des choses sur un smartphone, qui n'est pas forcément, qui va pas nous apporter, concrètement grand-chose, mais après, créer une sorte, ouais, voilà, d'accoutumance et de normalité, d'une certaine consommation. Oui, la normalité de la 5G, on peut très rapidement arriver à trouver, hein. Ça sera par coût de service, par coût d'application. Enfin, je suis quand même designer, donc je vois comment, les designers aussi, peuvent et les développeurs et les équipes marketing, les équipes stratégie, peuvent très vite s'emparer du potentiel d'avoir, 40 gigas à disposition, enfin, à pouvoir se Mmh, disputer mmh mh. 40 gigas de consommation mensuelle et après il y a un usage aussi qui est la smart city, hem, où en fait la multiplication des capteurs devient compliquée en termes de vie privée, de capitalisme de la surveillance, notamment sur, la massification de ce qu'on appelle les caméras intelligentes, qui implique du coup de la reconnaissance faciale et toutes ces joyeusetés, auxquelles on n'a pas forcément envie dans un état policier. Heu, donc faut aussi faire attention aux questions, démocratiques, qui vont être là des usages, étatiques et des usages industriels. Parce que dans un pays où on sera en pleine confiance avec nos gouvernements et la justesse, de ces politiques citoyennes, bon, on pourrait se dire: «Allez, on peut racheter quelques caméras». Vu la tournure que ça prend, je suis pas sûr qu'on soit tous très enclins à être, toujours plus surveillés. Oui, et d'ailleurs, il y a, Bastien, qui dit en commentaire, «l'internet des objets». C'est Ouais, c'est ça. Ben, c'est en fonction des estimations, on se dit qu'on sera à peu près à 50 milliards d'objets en 2020-2025, 2025-2030 pardon, mais en fait, il faut comprendre l'internet des objets, c'est un mot valise pour plein de choses différentes qui vont aller, de la sonnette connectée d'Amazon, à la montre connectée, à l'enceinte connectée, à la peluche, qui a une puce, Wi-Fi pour, je sais pas quoi. Enfin, un objet connecté, c'est quelque chose qui se connecte à un réseau et il y en a plein de façons, il y a plein d'objets différents qui font ça et qui sont vraiment microscopiques, hein. Donc c'est toujours dur de savoir, de quoi on parle, mais en tout cas sur le fait de créer des capteurs nouvelle génération, connectés, liés à 5G, moi j'estime à peu près à 16 milliards. Et enfin, j'estime 16 milliards à partir des données que j'ai trouvées en tout cas, hein. Donc il y aura quelques caméras dans le lot quand même. mmh, OK. Hem, du coup, pareil, je pense qu'on a fait à peu près, le tour, en tout cas des gros points, sur l'aspect, énergivore, de la 5G. Alors du coup, je te propose qu'on passe, à, je crois, une partie qui, a priori, fait beaucoup parler. C'est la controverse sanitaire de la 5G. Mmh. Et alors du coup, 1re question par rapport à ça, est-ce que déjà on a, des études, qui ont prouvé que la 5G, était, nocive ou non, pour la santé? Alors, il y a des études, qui existent, qui vont examiner en fait, dire l'effet réchauffant que peuvent avoir les ondes, qui est considéré comme un effet sur la santé, hein. Des ondes, je crois que c'est pas mal d'études qui vont de 6 à 100, de 6 gigahertz à 100 gigahertz. Donc là, on est plus sur la bande, 26 gigahertz qui serait potentiellement prise là-dedans. Mais aujourd'hui, spécifiquement sur la 5G, il n'y a, heu, aucune étude publiée. Il y a l'Agence nationale, sanitaire, l'ANSES, qui a rendu un rapport intermédiaire il y a quelques mois et qui devrait rendre son rapport final, hem, il y a donc dans quelques mois aussi, je crois. Alors moi, je vais faire très attention à ce que je dis parce que je suis pas biologiste, je suis pas physicien spécifiquement sur les ondes électromagnétiques, qu'elles soient ionisantes ou non ionisantes et je suis pas cancérologue. Donc moi, j'ai parlé avec beaucoup de pincettes là-dessus
parce que c'est pas un sujet sur lequel je suis forcément très à l'aise, de par ma formation. Heu, Après chez de la publication scientifique, donc là-dessus ça devrait à peu près, je devrais à peu près m'en sortir. Mais en tout cas, il y a pas d'études spécifiquement sur le 3,5 gigahertz. Bon, moi j'ai pas trouvé. 26 gigahertz, ça arrive, on va voir, ça peut être pris dans ces études qui étudient un plus gros spectre. Heu, Si on veut faire une étude sanitaire, une étude qui va le regarder sur les effets de la santé d'une onde, ça prend pas 1 an ou 2. Ça prend, au minimum 10 ans et voire beaucoup plus que ça, mais au moins 15 ans. Parce qu'il faut suivre une cohorte d'individus, on va dire 2000, qui vont être exposés à un même environnement électromagnétique, à une même intensité, ou en tout cas des différentes variabilités d'intensité, et qu'on puisse observer un on va dire des phénomènes communs, des phénomènes partagés entre ces individus au niveau de leur santé, et qu'on puisse associer ces phénomènes spécifiquement à l'exposition à des ondes. Et alors, savoir ce qui est cancérigène dans un corps humain, c'est compliqué, parce que c'est tout le temps multifactoriel. Donc qu'on puisse, remonter, la cause d'un effet de santé à un critère, à un facteur unique, ou un facteur majoritaire, c'est quelque chose qui se fait pas en 1 an ou 2. Ça se prend Faut suivre les gens pendant très longtemps et il faut, avoir un protocole, d'enquête qui soit quand même sacrément bien ficelé. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on soit prêt à prendre 10-15 ans, pour faire cette enquête. La vraie enquête, la première grande vraie enquête qui a existé qui a étudié les effets des ondes électromagnétiques sur la santé, qui a été financée, je crois elle a été commencée en 2000, c'est une interphone de 2000 à 2004. Il y a eu une étude intensive en 2004, jusqu'en 2004, et après une période d'observation de la cohorte, de personnes suivies jusqu'en 2010. Donc à peu près, un 1er rapport en 2004 et après des rapports intermédiaires jusqu'à un rapport final en 2010, heu, qui montrait certains effets sur la santé. Alors je l'ai pas, ouais, c'était des participants dans 24 pays, dans 13 pays différents, et les résultats de l'étude ne montrèrent pas d'augmentation de risque de tumeur cérébrale, alors ce qu'on appelle un méningiome ou un gliome, mais notèrent une augmentation du risque de gliome pour les utilisateurs intensifs. Alors une augmentation de risque, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, en fait. Ça veut pas dire on va avoir un cancer d'emblée. Par contre, le problème qu'on va avoir avec, cette étude, c'est de 2000 à 2010, on n'est pas du tout dans le même paysage, en fait, en termes d'infrastructure numérique. Et dans cette étude, un utilisateur intensif, c'est quelqu'un qui dans leur étude passe plus de 30 minutes par jour à utiliser son téléphone portable. On a un peu changé sur cet aspect aussi. Heu donc c'était les 10 des utilisateurs les plus intensifs, c'était plus de 30 minutes par jour. Nous, je pense qu'en moyenne en France, je sais plus, je me souviens plus le chiffre, mais je pense qu'on tourne au moins dans les 4 heures, d'usage actif. Hem, donc c'est la première chose qu'on a eue, mais en fait, finalement, cette étude, elle permet pas de prouver quoi que ce soit. Elle Elle permet juste de créer une base qui servira plus tard au CIRC, donc au Centre international de recherche sur le cancer, de faire une autre étude, heu, qui, heu, qui arrivera à la conclusion qu'il y aurait, alors je prends juste mes notes pour être sûr, heu, qui amènera la classification des radiofréquences dans des agents peut-être cancérigènes. Ce qui, pareil, ne dit rien, en fait. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a rien qui nous dit que c'est, cancérigène, et on n'a rien qui nous dit que ce n'est pas cancérigène, en fait. On est dans un flou, sanitaire, heu et en fait, peut-être que ça n'a pas de danger, mais le problème, c'est qu'il faut faire une étude avec des paramètres spécifiques à la 5G, et en fait,
il faut pas croire que enfin, une onde, c'est, a plein de variabilités différentes, que ça soit l'intensité, sa durée d'exposition, la fréquence d'exposition et en fait, il faut faire une étude qui rentre dans des paramètres spécifiques à un usage de la 5G et ça, on en a pas et on en a pas non plus vraiment pour la 4G d'ailleurs. Heu, mais le problème aujourd'hui, si on voulait faire une étude sanitaire qui dise: «Bon, bah, on va prendre une cohorte de personnes, on va prendre 2000 personnes ou 20 000 personnes de plein de pays différents. On va, les relier à aux antennes expérimentales qui existent déjà sur la 5G à 3,5 GHz, certains à 26 GHz. On suppose on va voir qu'ils utilisent à peu près, en moyenne 4 heures leur téléphone par jour en intensif, qui sont exposés qui sont dans un environnement urbain, très exposé, très bien couvert en termes d'ondes. À ce moment-là, on pourrait se dire: «Faisons ça pendant 10 ans et voyons voir si on a des facteurs communs qui émergent». Ça, a priori, cette enquête, elle arrivera jamais. Enfin, ou elle arrivera à terme ou peut-être, quand, dans d'autres conditions, avec d'autres financements. Mais aujourd'hui, on avance vraiment dans le flou sur cette question. Et alors, par contre, du coup, comme rappel, la 5G ne provoque pas le Covid-19, la Covid-19, parce que j'ai vu des théories du complot là-dessus. Une onde physique ne crée pas une infection virale. C'est quand même toujours bon de le rappeler, mais enfin voilà, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui en fait, il y a une grande partie de la révolte, enfin de la résistance contre la 5G qui se fait sur des bases sanitaires et moi, l'analyse que je vais en avoir, c'est que l'aspect sanitaire, en fait, cristallise, le fait qu'on impose une infrastructure. Il y a pas de consultation, il y a pas vraiment de demande d'avis, hein, et du coup, plein de zones rurales ou de zones périurbaines, même urbaines, hein, qui ont, même ouais, ça même à New York, ils ont des problèmes là-dessus. Hem, En fait, trouvent un aspect qui a cristallisé leur tension, leur énervement et aussi, ben, une certaine anxiété, par rapport à cette infrastructure qui est inconnue, en fait et on nous a jamais vraiment appris comment fonctionnaient des ondes, on nous dit qu'en fait, à 3,5 ou à 26 gigahertz, c'est les mêmes ondes que le micro-ondes. En théorie, c'est vrai, mais en fait, l'onde qu'on envoie dans un four micro-ondes, l'effet réchauffant est dû au fait qu'elle se réverbère sur toutes les parois du micro-ondes jusqu'à ce qu'elle excite suffisamment les molécules d'eau qui vont elles-mêmes se chauffer. Donc c'est les conditions d'émission, en fait, qui changent et qui changent la nature de l'onde, enfin, en tout cas l'effet de l'onde. Donc mais dans tous les cas, il y a aussi une question de se dire: «On pourrait ne pas déployer la 5G par principe de précaution». Là-dessus, c'est vraiment que des positions idéologiques et politiques qui fixent ça. Mais par précaution, on pourrait se dire: «Attendons de faire l'étude sanitaire sur 10 ans avec tel protocole de test et après ça, on décide si on déploie», là je dis encore, massivement la 5G. Mais voilà où on en est aujourd'hui à peu près au niveau sanitaire et aussi il y a un deuxième paramètre, en fait, le problème c'est que, il y a une ONG basée en Allemagne qui va fixer le seuil d'exposition pour quasiment tous les pays dans le monde, qui s'appelle, l'ICNIRP. Enfin, genre, du coup, en anglais, c'est facile à dire, en français, c'est plus compliqué. Je sais pas si j'ai la traduction française. Alors, je vais la chercher. Non, bah, OK, bon, c'est, la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes, qui en fait, c'est une ONG d'experts, en physique, dans différents domaines disciplinaires, reliés au domaine des télécoms, qui va définir les seuils sanitaires, qui vont en informer, l'OMS et notamment le groupe qui est lié à ça à l'OMS qui s'appelle le projet, heu, en français on dit projet CEM, donc le projet champ électromagnétique, qui lui donne, heu, ils vont transmettre ces seuils sanitaires aux différentes institutions comme l'Union européenne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts, quand même assez, enfin,
En fait, c'est ce qu'on trouve dans toutes les industries liées à ça, en tout cas, que ce soit le tabac ou la pharmacie. Il y a forcément des conflits d'intérêts dans ce type d'organisation, dans ce type de système. Le problème étant, c'est que vu qu'il y a des conflits d'intérêts, on peut pas non plus être sûr, de la validité de leurs résultats. On peut pas vraiment avoir confiance en ça et en tout cas, il faut qu'on les remette en question. Et le problème, c'est que cette commission, l'ISNIRP, a quand même énormément de puissance, bloque pas mal, la visibilité d'autres études et un petit peu en fait, c'est va avoir un jeu assez facile, hein, qui est de se dire: «Il faut le plus rapidement possible qu'un acteur, conquiert la position de neutralité pour dire: "Moi, je suis acteur neutre, donc c'est moi qu'il faut écouter" et du coup marginalise les autres». Et c'est normalement, c'est ce que va faire l'ISNIRP, l'ISNIRP, c'est, de toute personne qui va avoir des études contradictoires, ils vont genre les taguer d'activistes et c'est comme ça aussi qu'on notamment dans le champ de la recherche, c'est comme ça qu'on décrédibilise, l'autre. Heu, donc il y a ce mélange de conflits d'intérêts assez compliqué à gérer, lié à une position de privilège d'une commission majoritaire qui elle-même a des lacunes sur certains champs, heu, disciplinaires spécifiques comme la cancérologie ou la microbiologie et donc du coup, on a majoritairement un champ disciplinaire qui parle pour tout le monde en focalisant uniquement sur un effet, qui sont les effets, réchauffants des ondes. Dire en gros, si une onde ne fait pas chauffer l'épiderme, c'est qu'elle n'est pas «dangereuse» entre guillemets, si je grossis le trait. Et voilà à peu près où on en est. Je sais pas, si c'est clair parce que c'est quand même un sujet un peu Bah, costaud, mais comme tu dis, de toute façon, pour l'instant, c'est assez flou sur justement, les études, les non-études justement, de toute façon, oui, on n'a pas forcément, des points hyper précis sur, l'aspect sanitaire et c'est sûrement aussi pour ça que justement il y a beaucoup de questions et que ça cristallise sûrement, le gros des interrogations, des gens, sur, cet aspect-là, parce que les réponses sont pour l'instant, floues. À la limite, si de toute façon, oui, je pense que sur l'aspect sanitaire, à moins que toi tu vois d'autres choses à ajouter. oui, j'avais préparé cette slide, si, bah, c'est pour des choses un peu plus enfin, moins drôles et plus drôles. C'est que vu que la théorie du complot comme quoi la 5G, propageait la Covid-19, il y a pas mal d'antennes qui ont été brûlées, heu, notamment des antennes 5G là, c'est des images que j'ai récupérées, je pense c'est dans le Royaume-Uni, où on peut assez vite saboter une antenne, télécom en fait, ou la brûler et du coup, voilà où on arrive à la cristallisation d'un défaut de démocratie en fait finalement sur, le fait qu'on soit pas consulté, que c'est mine de rien, c'est ce que je rappelle, c'est une technologie pivot la 5G, hein. C'est un gros chèque de caution vers un avenir technologique, sur lequel je pense qu'on n'est pas tous d'accord, ou on veut qu'il mérite débat et finalement, ben, des théories du complot comme ça vont, amener à des dégradations. Moi dans le rapport, c'est déjà ce que je disais en fait, des premières contestations qu'on avait par exemple avec Linky, où il y avait déjà une énorme mobilisation citoyenne, dans certaines zones spécifiques en France contre ça. C'est le sommet de l'iceberg, en fait et le développement, enfin le parce que on a c'est une infrastructure qui est très visible à 5G parce qu'elle va être très dense. Enfin, c'est des milliers d'antennes en ville, en fait, qui vont essayer d'être bien camouflées, hein, ceci dit, hein, mais elles vont être visibles et on va bien mieux s'en rendre compte et ça va cristalliser les tensions et et d'un certain côté, en fait, bien que l'action soit pas légale, on y trouve une certaine légitimité. Mais sinon pour m'amuser, j'ai quand même trouvé sur un site conspirationniste, un poster assez graphique, moi que j'aime bien, qui explique pourquoi la 5G provoque la Covid et faut ça se lit de bas en haut et notamment on commence avec, Rockefeller et les nazis, qui donnent du coup Henry Kissinger et après vous pouvez suivre tout le truc, mais on en arrive à l'opération Warp Speed et l'esprit Borg, je crois que c'est un truc de Star Trek et l'esclavage de l'humanité par l'IA. Mais enfin, ça vaut 38 si vraiment c'est un poster qui vous intéresse. Moi, je le trouve quand même pas mal
et sinon, j'ai trouvé sur un autre site, des clés USB qui vous protègent de la 5G pour seulement, un modique somme de, un peu plus de 300 €. C'est assez rigolo de lire les, heu, les fiches de produits parce qu'en fait, ils utilisent à peu près les bons mots, mais sauf que ça a aucun sens. Mais du coup, il y a un sacré business si jamais vous voulez, enfin, a priori, ça vous protégera rien du tout cette clé USB, si ce n'est de votre propre erreur. Heu, mais pour ceux qui se poseraient la question, qui seraient quand même anxieux par rapport à ça, hem, une clé USB quelconque, quel que soit le signal qu'elle diffuse, enfin à moins que ce soit un signal, très puissant, et mais ça du coup ça ressemblerait pas à ça, ne vous protégera pas de ce type d'onde, du tout. Donc faut pas les acheter, hein, on est d'accord. Voilà. OK. Bah, merci, ouais, pour le côté, oui, un peu drôle et il y en a qui trouvent du business un peu partout. Du coup, pour les 10 dernières minutes qui nous restent, je vais reprendre des questions un peu plus, globales et puis, des internautes notamment. Alors on a, Antoine qui demandait, est-ce que remplacer nos box internet à la maison par le partage de connexions en 5G avec nos smartphones est un argument avancé? Est-ce que c'est réaliste et est-ce que ce serait un gain intéressant, au global en consommation d'énergie, en émissions de CO2 et est-ce que ce ne serait pas déjà possible avec la 4G? Alors, il y a une offre de service qui se crée, qui consiste à créer des points fixes 5G, c'est vrai. Heu, mais en fait, alors moi là-dessus, je dois avouer que je me suis pas vraiment trop penché sur le sujet. Je sais que l'offre existe, qui consiste en fait à tirer un câble de fibre, jusqu'à un point d'accès qui broadcasterait un signal, 5G à 26 gigahertz ou à 3,5 au sein d'une maison, j'imagine, et donc on se connectera à ça, donc ce serait comme une sorte de box 5G. Le problème, c'est qu'on renouvelle un équipement ici. Parce que la box est déjà là, en fait. Alors les box mériteraient un gros tuning pour qu'elles consomment beaucoup moins d'électricité parce que c'est des gouffres, hein. Mais, en fait, ce serait reconsommer des nouveaux équipements pour, consommer plus de données. Parce que c'est aussi ça qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on met en place un nouvel objet, un nouveau service dans ma maison qui augmente diamétralement, ma consommation. Enfin, et encore, je suis pas sûr parce qu'en fixe, finalement, on fait pas très attention non plus. Mais dans tous les cas, en fait, ça fait juste une fibre qui arrive chez soi et qui met un signal en 5G. Après, il faut bien se rendre compte, en fait, que chaque nouvelle antenne, hein, c'est un raccord à la fibre. Dans un réseau télécom, en fait, l'antenne, elle fait juste les derniers mètres qui vous séparent du réseau fibré. Mais mon antenne, enfin là, j'ai mon téléphone qui se connecte à l'antenne ici, et l'antenne, elle part directement en souterrain ou en aérien et par la fibre. Donc, et c'est ce que disait un PDG qui s'occupe justement d'installer des réseaux fibrés, hein, à un congrès, justement de l'avenir de la fibre avec la 5G. Il disait en fait le wireless n'aura jamais été aussi, wireline. En fait, il y aura jamais eu autant de câbles pour faire quelque chose sans câble. Donc a priori, moi je recommanderais pas de se mettre sur la 5G sauf dans les cas particuliers, hein. Enfin, restez en filaire, apprenez à brancher enfin, branchez-vous avec un câble RJ45. Là, vous ferez un gain, fantastique, hein, je vous rassure. OK. On a aussi, David qui nous dit, la 5G de Free, en 700, mégahertz, Ouais. logiquement ne présente pas de risque vu que ce sont, des anciennes fréquences de la TNT. Alors, alors moi j'ai jamais eu la TNT, donc j'imagine que c'était une boîte, enfin c'était du coup une box directement chez soi avec directement un câble, et qui était du coup une antenne sur toit, j'imagine. Enfin, c'était une antenne qui descend de sa maison vers un câble jusqu'à une box qui diffuse, du coup le signal. On peut pas savoir si c'est dangereux puisqu'il y a pas d'études. Enfin, puisqu'il y a on n'a pas testé en fait, d'avoir 20 000 personnes conçues pendant 5 ans, en train de se dire: «Ben, qu'est-ce que ça fait lorsque vous vivez dans un environnement avec votre té à 700 mégahertz où vous vous connectez à 4 heures ou à X heures par jour avec un téléphone à 700 mégahertz?» Donc là-dessus, moi, je ne le prononcerai pas. En tout cas, la 4G, la 5G partagent cette fréquence, donc nous, on est déjà exposés à celle-ci dans tous les cas, hein.
OK. Et plus, globalement, où est-ce que là, en France, on en est concrètement avec, la 5G? Alors, les enchères pour la vente de la fréquence à 3,5 GHz auront lieu, je crois, fin septembre 2020. Elles devaient avoir lieu, en fait, en fin mars 2020. Ça a été repoussé avec le covid, avec la covid et ça a été, finalement, alors Martin Bouygues et Stéphane Richard, donc à la fois, ben, Bouygues Telecom et Orange avaient plaidé pour un report de la mise aux enchères jusqu'en 2021. Mais finalement, l'État et son expression, l'Arcep, a estimé on allait vendre en septembre 2020. Je ne sais moi, je suis pas au courant des tractations internes qu'il y a autour de ça. Je peux uniquement supposer que l'État va pas s'asseoir sur une manne financière de quelques milliards d'euros et en même temps, je pense que les opérateurs essaient d'un peu tempérer leurs dépenses d'investissement, heu jusqu'à ce qu'ils sentent les reins plus solides, j'imagine. Mais là, c'est que des suppositions parce que moi, je suis vraiment pas dans cette tractation interne. Une fois que ces enchères seront terminées, les 3 mois qui suivent, à mon avis, ça sera opérationnel dans les zones urbaines qui sont équipées, hein. Parce que, certes, la fréquence est vendue, aujourd'hui, je pense qu'il y a 43 lieux d'exploitation de la 5G en France. Donc eux, ils deviendront pleinement actifs et pleinement ouverts à ceux qui ont des téléphones compatibles 5G. Et puis, a priori, on continuera à continuer à équiper, les zones urbaines, enfin les territoires qu'on souhaite équiper en 5G au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'un renouvellement des smartphones sera incité pour, passer d'un téléphone qui capte que la 4G à un téléphone qui capte aussi la 5G et je pense que d'ici la fin de l'année, 2021, on commencera à avoir enfin, dans un scénario, en fait, linéaire, un scénario dans lequel il y a pas de résistance ni de friction, et pas d'événements imprévus. A priori, on commence à être plus en bien équipé, enfin, une base d'usagers urbains commence à apparaître, d'ici 2021. Et est-ce qu'on sait, à peu près est-ce qu'on a une étude ou un pourcentage de Français qui seraient réticents justement à la 5G? Alors ça, en France, aux États-Unis, je sais qu'il y a eu quelques enquêtes. Ouais, enfin en France ou ailleurs d'ailleurs parce que, bon, idéalement en France, mais je sais pas s'il y a des chiffres là-dessus. Alors, je vais te dire, tac tac tac. Je préfère regarder mes chiffres là-dessus, hein, mais, alors moi ce que j'avais regardé quand même au niveau des usages, c'est qu'en France, à peu près 44 des utilisateurs se plaignent d'un problème de connectivité avec leur forfait actuel. Mmh. Notamment dans les zones urbaines denses, c'est normal, c'est parce que c'est là où il y a les goulots d'étranglement, là où il y a la fois le plus de personnes et ceux qui ont des usages numériques les plus intensifs et tac et d'après Ericsson, bon, on sait, que dans le panel qu'ils ont sélectionné, ce qu'ils appellent donc les Français, seraient prêts à payer 30 de plus pour passer en 5G et ils projetteraient même des pics de consommation à 170 gigas, par mois. Bon, bah, après c'est la pensée magique, en fait, on crée ces nombres pour, des démarches commerciales, démarches, de prospection, hein, mais, en tout cas, les Français seraient pas à p d'après Ericsson et d'après leur panel représentatif, les Français seraient prêts à payer 30 de plus, soit 9 €, pour la 5G. Et alors donc du coup, par contre, d'après les études américaines, les gens sont alors en fonction des tranches de population, il y a assez peu d'intérêt, si ce n'est que les gens veulent juste, ben, avoir de la connexion, alors qu'elle soit 4G ou 5G, bon, c'est surtout d'avoir une connexion. Les populations les plus réceptives, d'après, les études qu'on a eues notamment aux États-Unis, par PricewaterhouseCoopers, c'est que c'est notamment les jeunes hommes qui sont les plus, réceptifs à la 5G et qui s'expriment, 43 favorables à la 5G. Donc en fait, au-delà de des tranches de population, il faut bien voir en fait, quel type de profil sont ciblés aussi par la 5G. Notamment, c'est vrai qu'il y a les profils, jeunes hommes
sont largement ciblés par la 5G. Du coup, je pense qu'on verra aussi des campagnes publicitaires aller dans ce sens, dans des questions de puissance, de liberté, enfin tout le marketing habituel qu'on fait envers ce public. Après, les personnes dans tous les cas, dans les études moi que j'ai pu consulter, les personnes qui ont des situations socio-économiques le plus compliquées, n'ont pas tendance à être très réceptives à la 5G. Mais par contre, on exprime un réel, mécontentement, une envie d'avoir une meilleure connexion existante dans tous les cas. Mais aujourd'hui en France, je pense c'est sûr que les opérateurs ont des enquêtes, hein, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de données. Enfin, du coup, les données sont pas ouvertes, donc moi, je peux pas vous dire, où on en est au niveau français. OK. Et donc, comme on arrive un peu à la fin du temps, il y a une autre question, d'Antoine qui est assez, enfin pour conclure. Comment peut-on encore aujourd'hui empêcher le déploiement de la 5G et qu'est-ce qui pourrait, faire, que ce projet soit abandonné? Hem, alors, moi, là-dessus, si j'essaie de prendre, je vais tirer un trait, tirer un fil, qu'on va qualifier de pragmatique, hein. La vente aux enchères, elle sera faite. Ça, c'est sûr. On va donc déployer, une infrastructure et des offres et des mobiles, enfin des équipements compatibles à 3,5 GHz. Heu, il peut y avoir plusieurs freins à ça. Un contexte socio-économique compliqué dans lequel les Français sont enfin, en tout cas la population française serait moins encline à dépenser ça, qu'elle le veuille ou non, enfin qu'elles aient envie de 5G ou non. Le fait que ça ne soit pas rentable, heu, mais du coup, il peut y avoir des subventions étatiques, des subventions X ou Y ou des réductions de fiscalité pour réduire la perte des opérateurs. Hem, il peut aussi y avoir le fait que des usages se créent pas si rapidement que ça. C'est aussi possible. Qu'il y ait pas de taux de conversion si énorme des personnes qui passent vers la 4G, de la 4G à la 5G. Enfin, d'un point de vue économique, ça reste encore très nébuleux, heu, la rentabilité. D'un point de vue énergétique, va falloir en fait, et qui est lié aux facteurs économiques, va falloir voir la facture d'électricité que vont payer, du coup les opérateurs avec ces nouveaux équipements, notamment dans les zones urbaines denses. Du coup et le prix des forfaits qu'ils seront capables de produire avec ça. Si le forfait est trop élevé, enfin, si un forfait à 50 €, je suis pas sûr qu'il y ait tant de Français qui peuvent se payer. Je pense qu'on va déjà s'adresser à plus de 10 des Français, et si c'est pour regarder, si c'est juste pour regarder des vidéos en 4K ou en VR, ou en 3D, je sais pas comment, sur son téléphone, je suis pas sûr que ça fasse vraiment le déclic pour on ait un immense, passage vers la 5G. Il y aura sûrement des applications qui essaieront de profiter de ça. Mais le défaut d'usage grand public, pour l'instant, hein, et le grand flou économique et énergétique pose souci. Et après il y a une autre variante qui est spécifiquement française, c'est que la France, c'est un des seuls pays, à ma connaissance, qui se pose réellement la question des impacts environnementaux du numérique à différentes échelles de la société civile. Que ça soit au Sénat, que ça soit dans les commissions d'enquête parlementaires, que ça soit chez les opérateurs, que ça soit directement dans les collectivités, dans les métropoles comme villes, villages, que ça soit aussi dans la question des corps professionnels, hein, comme les ingénieurs, qui sont quand même sur le front aussi dans le développement des technologies liées à ça. Il est possible qu'en fait, on on ait un frein, on ait pu créer une sorte de frein, à ce type d'infrastructure. Mais le problème, c'est que la 5G, c'est pas que la 5G, en fait. C'est la voiture autonome, c'est des machins, choses comme ça. Alors, il faut pas forcément la 5G pour faire la voiture autonome, hein, et c'est pas parce qu'on fait la 5G qu'il y aura forcément des voitures autonomes. Mais tous les discours alors, en fait, ce qui porte la 5G sur ses épaules aujourd'hui, hein, c'est l'idée du progrès, enfin, en tout cas, le mythe du progrès, technologique où on associe progrès technologique à progrès social, ce qui est généralement, va va pas forcément de pair. Et heu et le fait qu'on associe
qu'on comprenne pas, en fait, les impacts environnementaux et qu'on comprenne pas qu'on doit sérieusement engager politique de transition. Tant qu'il y a pas eu cette prise de conscience, des politiques de transition et on n'a pas reformulé ce qu'était le progrès pour nous, dans ce nouveau contexte de la transition, de l'anthropocène, c'est compliqué, aussi d'opérer un virage. Mais moi, je vois plein de freins, systémiques à ce que la 5G marche beaucoup moins bien en France que prévu. Après, seul l'avenir le dira, ça. OK. Et ben, du coup, on arrive, à la fin, de cette, conférence, alors il y avait encore, quelques questions, on n'a pas pu tout prendre. Après donc j'invite, les gens à sinon aller voir, donc le rapport qui est disponible. On a mis, le lien, en commentaire, Facebook pour ceux qui veulent vraiment, creuser, la question, avoir plus d'informations. Du coup, merci encore, je remercie donc, Gauthier, Roussel qui nous a présenté, son rapport. Alors vraiment pas détaillé puisqu'il y a énormément de contenu, donc sur la 5G. Je remercie aussi donc l'équipe de réalisation, qui a réalisé donc le live sur, Facebook, donc Franck, et Delphine. Et ce live, il reste visionnable donc sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager, et vous pouvez aussi participer à Prix Libre, si ça n'a pas déjà été fait. Et je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous, demain pour un nouvel événement. Donc, jeudi 18 à 19h, cette fois directement, à la base pour une rencontre, avec FAIRE, un monde équitable. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.